Bonjour, je vous ai donc parlé des valeurs de souveraineté, de responsabilité, et je vais vous parler maintenant de la valeur de cohérence. Donc la cohérence, c'est quoi? C'est le fait que dans notre relation, nous puissions dire des choses et faire ce que nous disons. Donc de mettre en accord nos paroles et nos actes. Et donc cette cohérence a à voir avec la congruence de notre communication. Et donc je vais ouvrir une parenthèse, réouvrir une parenthèse au niveau de cette congruence. Pardonnez-moi s'il y a des doublons de vidéo en vidéo, mais il est très compliqué des fois de rendre étanche chacun des éléments dont je parle. Donc la congruence, c'est le fait que quand nous exprimons un message à notre interlocuteur, eh bien, nous en envoyons deux. Donc il y a un message avec la langue et la bouche verbale et un message non verbal avec notre corps. Le message verbal représente 7% de la communication, le message non verbal représente le reste 93%. C'est immense. Et donc ce non verbal avec notre corps, c'est notre corps en entier, ça veut dire notre posture générale, on va dire sociale, mais aussi ce que nous pouvons ressentir comme une raideur, une certaine raideur dans notre corps, dans notre dos. Il y a comme ça des personnes qui se tiennent très très raides, très très droites, avec une posture de tête comme ça très haute. Il y a des gens qui sont beaucoup plus souples, beaucoup plus relax dans leur posture. Il peut s'agir de mouvement des mains, de positionnement des mains, de tout un tas de paramétrages. Je ne vais pas en faire là parce que ça risque de... j'en fais pas partie. Et donc aussi notre tenue de tête et toutes les mimiques que nous pouvons avoir en termes de surprise, en termes de tristesse, enfin, tout ce que vous connaissez, de ce que vous vivez en vous et de ce que vous pouvez voir chez les autres. Et donc aussi tous les micro-mouvements, les mouvements oculaires, la dilatation de la pupille, la couleur de la peau, quand quelqu'un commence à rougir un petit peu, c'est du non-verbal. Quand il y a un voile humide sur les yeux, c'est qu'il y a des émotions qui ne sont pas loin. Voilà. Et l'intonation évidemment de la voix avec ce petit vibrato parfois que nous pouvons entendre quand les émotions arrivent chez la personne. Nous pouvons également l'entendre et dans l'intonation de la voix, enfin, tout un tas de paramétrages qui font la majeure partie finalement de la communication. Et donc il y a congruence quand les deux messages vont dans la même direction et il y a une incongruence quand les deux messages sont dans des directions différentes. Et donc, comme on ne peut pas... Le non-verbal est issu du cerveau droit, le verbal du cerveau gauche, et donc nous ne pouvons pas contrôler vraiment le cerveau droit, nous ne pouvons pas contrôler le non-verbal. Ce qui veut dire que le non-verbal, finalement, c'est vraiment une partie de notre essence, enfin, quelque chose qui est au fond de nous, dont on n'a pas la mesure. Quand nous sommes, dont nous avons la mesure, mais dont nous ne voulons pas forcément parler. Quand nous arrivons au boulot et que, encore une fois, quelqu'un nous demande comment on va et que on ne veut pas dire que ça va pas. On veut pas dire, on veut pas s'étendre, on veut pas. Puis il y a des fois, ça regarde personne. Donc effectivement, nous avons un verbal qui dit oui, oui, ça va, mais en fait, le non-verbal dit non, ça va pas. Donc c'est finalement ce non-verbal qui est la vérité, qui est le message qu'il faut entendre. Et quand nous avons, si vous avez votre chéri qui arrive du travail le soir et qui vous lui demandez alors comment tu vas mon chéri et qu'il vous dit non ouais ça va, ouais, j'ai passé une bonne journée. Ouais, enfin. Donc on voit dans son non-verbal que non, ça va pas. Et si en plus il part dans sa caverne le temps nécessaire pour trouver une solution, voilà, vous savez ce qu'il en est, vous savez comment gérer la situation, voilà, vous savez qu'il y a un truc qu'il va falloir poser, enfin l'inviter à poser, en tout cas le soutenir peut-être, et enfin voir un peu ce qui se passe.
Donc le non-verbal est super important et donc il est important de rechercher cette vérité finalement en nous. Je vous donne l'exemple d'une jeune femme qui est en relation avec un jeune homme et donc du coup donc ils sont plutôt dans une démarche amicale et le jeune homme finalement aimerait vivre une relation amoureuse. Et donc là, le message de la jeune femme, c'est de dire non, 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 je veux pas, je veux rester ami, je veux pas de relation amoureuse. Et malgré ce non, malgré son message, le jeune homme revient régulièrement sur le sujet et revient et pousse, pousse, pousse pour effectivement ouvrir une relation amoureuse. Et donc voilà, donc bien évidemment, là je vous raconte une histoire, c'est histoire d'alimenter les propos sur la congruence. Après, c'est peut-être aussi au jeune homme d'aller voir un peu ce qui se passe dans ses souliers, dans ses chaussettes. Et donc voilà, mais en fait, il est intéressant pour cette jeune femme, d'aller voir un petit peu quelle est la teneur de son non-verbal. Parce que dans ses mots, elle peut dire non, mais peut-être que dans son féminin, dans sa manière d'être déjà très féminine, elle est très en rondeur, finalement très délicate, peut-être qu'elle ne veut pas créer un conflit, peut-être qu'elle a peur, elle a très peur d'abandonner ce personnage. Et peut-être qu'elle a une blessure d'abandon ou une blessure de rejet en elle qui fait que finalement, au fond du fond de cette marmite intérieure, hein, de cette alchimie intérieure, eh bien en fait, elle a une difficulté finalement à être dans son masculin et à être peut-être dans ce tranchant, ce côté direct et cassant pour être manifester de la détermination, de la clarté, enfin quelque chose de... Et donc il est très intéressant de mesurer ça, de comprendre ça. Que des fois, et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger les uns les autres, nous sommes avec nos registres, nos gamelles, nous sommes avec nos blessures, et tout ça, ça vient passer dans la communication, donc il faut l'entendre, il faut en tenir compte dans notre communication et dans notre écoute. Et donc cette jeune femme, finalement, elle a une communication qui n'est pas congruente, et du coup, ce jeune homme, c'est ça qu'il entend. Il entend, ben, finalement, peut-être que oui. Parce que plein de choses en arrière-fond. Et donc il appartient à cette jeune femme d'aller chercher en fait en elle, donc parce que la relation à l'autre, l'autre nous renvoie finalement à nous-mêmes et la communication que nous avons et la répétition dans ce que nous pouvons vivre nous invite à prendre conscience que peut-être qu'il faut changer de méthode, il faut changer de... Mais des fois on peut pas, on est bloqué, on est confronté à quelque chose une limitation, quelque chose qui nous empêche de... Et donc nous avons intérêt à rechercher la vérité, qui fait partie d'une des valeurs que j'ai rajoutées suite à l'édition de mon bouquin en 2020. Et donc la cohérence qui se joue dans notre relation à l'autre, eh bien, à avoir finalement avec aussi cette recherche de vérité. Et donc c'est l'expression qui dit ne fais pas ce que je fais, fais ce que je te dis. Oui, il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une dissonance, c'est une manière de cacher finalement l'incohérence, ou d'effacer, de faire les choses en mode feutré. Et pourtant, ça montre que quand même la cohérence est importante. Quand quelqu'un dit blanc et qui fait noir, à un moment donné, ça va pas. À un moment donné, ça va pas. Alors une fois, 20 fois, 50 fois, à un moment donné, on peut pas se dire mais attends, comment ça marche, tu me dis que tu vas faire ça, en fait tu le fais pas. Enfin, tu me dis blanc et tu fais noir. Enfin, comment on fait? Comment on fait pour fonctionner ensemble dans une relation? Comment on fait? C'est extrêmement difficile. Donc si nous voulons être cohérents et si nous voulons que l'autre soit cohérent, nous devons être cohérents nous-mêmes. C'est là la réciprocité arrive ici. Mais dans cette cohérence, nous devons aussi, nous, rechercher aller chercher la cohérence, aller chercher l'incohérence, aller comprendre qu'est-ce que c'est cette histoire. Comme cette jeune femme doit aller chercher en elle, peut-être que dans sa communication, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous, dans la relation, il nous appartient, c'est très important, je crois, d'aller voir ce qui se passe.
quand nous sommes face à quelque chose qui n'est pas cohérent chez quelqu'un. Et donc je vais vous donner un exemple, un seul exemple, un exemple majeur. Donc comme cette chaîne est dédiée à la relation à l'autre, je m'intéresse aussi à la relation au sein d'un collectif. Comment fonctionne finalement la gouvernance d'un collectif. Et je me suis intéressé aussi à donc le rêve du dragon, qui est une manière de gérer les projets ensemble, en collectif. Et je vous invite à aller voir sur Internet Rêve du dragon, voir un petit peu les outils qui sont très intéressants pour justement que nous puissions ensemble créer un projet, le rêve du dragon. Et donc, j'en étais à la gouvernance finalement de comment ça fonctionne. Et je m'intéresse à ça, à comment un individu qui doit, enfin, à mon avis, doit faire valoir sa souveraineté, sa responsabilité, la cohérence, l'égalité relationnelle, enfin, ouais, la liberté et l'amour, enfin, comment toutes ces valeurs, la vérité et le grandir en soi, comment cet individu dans le collectif, ou comment le collectif doit intégrer l'individu pour que l'individu ne perde pas ces éléments-là. Vous voyez, enfin, voilà. Donc c'est ce que j'ai posé dans mon livre, et donc la relation avec les institutions, avec nos institutions, m'intéresse évidemment en termes de gouvernance. Et donc c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que c'est d'actualité, parce que c'est nécessaire, parce que il est, je crois, il est temps que le jour se lève et que nous puissions prendre la mesure de ce qui se passe avec nos institutions. Donc voilà, donc moi pour vous je pense que c'est un peu pareil, en tout cas moi j'ai appris à l'école que nous étions en démocratie, que la France était un pays démocratique, le phare du monde en termes d'expression, de liberté d'expression et de démocratie. Et donc, j'ai appris, même tardivement, mais j'ai appris que article 2, c'est la République du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et l'article 3 nous dit que la souveraineté appartient au peuple, qui exerce cette souveraineté par ses représentants et par la voie du référendum. Et que donc, ces deux phrases, ces deux articles, manifestent que la souveraineté, c'est le peuple c'est le peuple qui est responsable de la souveraineté. C'est lui qui détient les clés de la maison. C'est lui le patron. Et qu'il a des représentants. Et les représentants représentent le peuple. C'est-à-dire que le peuple, si le peuple ne veut pas, les représentants doivent représenter la voix du peuple. Et donc c'est ça que j'ai appris. Et puis en fait, quand je regarde ce qui se passe, je me dis mais ça va pas. J'ai vu quand la France est habillée en jaune, hein, j'aime pas les appeler les gilets jaunes parce que du coup c'est mettre une étiquette extrêmement réduite sur les Français, sur des Français qui étaient habillés avec des gilets jaunes, et du coup de ces gilets jaunes on dit que ce sont des extrémistes, des racistes, de je sais pas qui, je sais pas quoi, enfin bon, et que c'est une sorte d'amalgame que je trouve absolument extrêmement désagréable et absolument pas juste. Donc je préfère dire que la France était en jaune. Et du coup, cette France avait une revendication, cette France profonde, c'est la France du terrain, de ceux qui se lèvent tôt. Ils avaient une seule revendication finalement, enfin au bout du bout, une seule revendication, en tout cas ils étaient tous centrés sur ce point-là. C'était le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore, c'est en fait un référendum qui prend quatre directions différentes, et donc ça touche la Constitution. C'est de pouvoir réécrire la Constitution en constituante. Ça veut dire avec des citoyens tirés au sort qui vont écrire eux-mêmes la Constitution. Et après, la proposer au reste de la population pour un vote. Après, il y a la partie législative. Et donc, la possibilité pour le peuple d'écrire une loi.
Après, il y a la partie abrogatoire, pour abroger une loi, pour supprimer une loi qui serait, pour le peuple, pas juste. Donc revenir en arrière. Et enfin, la partie révocatoire pour révoquer un élu. Pour sanctionner une tromperie. Pour sanctionner du vol. Quelqu'un qui utilise, je sais pas, c'est l'argent de notre argent pour partir en vacances ou s'acheter je ne sais trop quoi, ça doit être sanctionné, ça. Et donc si le peuple est le garant finalement et le maître dans la maison, il doit avoir un outil de contrôle pour ses représentants. Si moi je demande à un avocat pour gérer une affaire privée, un truc juridique, eh bien je vais le mandater pour gérer mes propres besoins, mes propres affaires. Mais ce représentant, il est pas libre de faire ce qu'il veut. Il est juste, il a un mandat impératif qui doit gérer les souhaits qui sont les miens. Et que si je fais appel à un notaire, par exemple, voilà, ce notaire, je vais le mandater pour faire un acte. Et c'est un mandat impératif, hein, c'est moi qui décide. Donc bien évidemment, je peux être conseillé, mais au bout du bout, c'est moi qui décide. Et donc c'est la même chose pour nos représentants. Nous devons avoir, il n'est pas finalement juste que nous fassions un chèque en blanc à un moment donné et que pendant 5 ans, les députés fassent ce qu'ils veulent comme ils veulent, sans aucun contrôle, sans aucun regard de notre part. Et donc je trouve que le RIC est un merveilleux outil pour améliorer finalement ce que nous vivons en termes démocratiques. Et bien évidemment, tout ce que je raconte là en 2 coulées gros là, très très rapidement, bien évidemment ça doit se débattre, ça on doit en discuter. On doit démocratiquement, on doit définir comment on fait avec des gens qui sont pertinents, cohérents, compétents en la matière. Des gens qu'on trouve dans la partie civile, dans la population civile. Des gens qui travaillent sur le sujet depuis très longtemps. Et donc voilà, moi c'est ce que j'ai appris, c'est là où j'en suis. Et en fait, ce que je vois, c'est que tout ce qui se passe n'est pas conforme, avec cette notion de démocratie. Parce que tous les gens qui se disent démocrates, avec là aussi un petit échantillon, avec quelque chose qui manifeste une valeur profonde de la démocratie, enfin quelque chose qui est au niveau des tripes, tous ces gens-là, finalement, ils veulent pas le RIC. Alors certains en parlent un petit peu, mais finalement pour mettre les choses en vrai, pour les mettre en place, il n'y a personne. Alors que tout le monde se dit démocratique dans un pays démocratique. Il y a une incohérence, c'est pas cohérent. Il y a un loup. C'est pas cohérent. Si ces gens étaient vraiment démocrates, eh bien, ils accepteraient l'outil. Ils accepteraient d'améliorer l'outil pour que ça soit vraiment mettre en accord leurs paroles et leurs actes. Eh ben non. Et du coup, moi je suis face à cette incohérence, et du coup, alors ça fait longtemps que je réfléchis à tout ça, et là, en préparant cette vidéo, il y a quelque chose qui m'est venu, et c'est surprenant, comme quoi il y a des choses que je peux savoir à certains niveaux, mais je sais pas, c'est comme un millefeuille, et à un moment donné, j'ai accès à quelque chose de, je sais pas, autrement, dans un contexte particulier. Je sais pas si c'est le contexte ou si c'est la formulation qui fait que, ah mais oui, bien sûr. Ah mais oui, mais c'est bien sûr. Et du coup, il faut changer juste un mot. Pour que ça soit cohérent, il faut changer juste un mot. Et il faut remplacer le mot démocratie, qui vient de démos kratos, le pouvoir du peuple, par le mot aristocratie. Aristocratie, c'est le pouvoir d'une élite.
Et donc, voilà, il y a une élite. Nous sommes gouvernés par une élite. Alors il y a l'élite politique, l'élite économique et l'élite médiatique. Hein, cette élite-là, finalement, gère en fait notre souveraineté, gère la France. Et que cette élite, bien évidemment, veut rester l'élite, parce que l'élite a toujours des privilèges. Et quand je dis privilège, c'est rigolo parce que du coup, 1789, on fait un tour complet et on a fait une révolution. Et on arrive au même endroit, au même moment, et à la même situation. Et nous sommes dans une répétition finalement de ce que nous avons vécu, de ce que nos ancêtres ont vécu. Une élite a le pouvoir de décider pour nous. Et donc nous ne sommes pas des citoyens. Nous sommes juste des électeurs qui devons choisir des candidats. Et nous devons choisir des candidats qui sont finalement présélectionnés par cette élite. C'est-à-dire que cette élite, elle met en place des candidats qui sont finalement conformes à ce qu'elle veut. Même s'il y a des différences d'étiquettes. On l'a vu avec M. Sarkozy qui était plutôt de droite, et puis M. Hollande qui était de gauche. Mais en fait, finalement, c'était la continuité. Et du coup, cette élite, elle empêche, elle évite aussi, elle invisibilise, elle rend invisible, elle combat, et en invisibilisant, elle combat des gens qui ne rentrent pas dans cette sélection. Et cette élite, elle fait tout pour qu'il n'y ait absolument pas d'outsiders qui viennent perturber les élections. Et donc il y a une influence colossale au niveau de la communication, au niveau de l'information. Et donc tout devient cohérent, tout devient juste. Enfin, nous avons là la matière à redonner de la cohérence à ce que nous vivons. Mais tant que les mots sont retournés comme des chaussettes et qu'on parle de démocratie alors que nous sommes face à une aristocratie, eh ben on n'y arrive pas, le cerveau, parce que les mots ont un sens et donnent une direction. Et donc, nous l'avons vu avec le vote en 2005 pour l'Union européenne, le peuple de France, avec un référendum, le dernier qu'on a eu, le peuple de France a dit non à 55%. Mais en 2008, eh bien, M. Sarkozy, en l'occurrence, avec tous les autres en congrès, avec la droite, la gauche, le centre, avec qui on veut, tous ces gens-là, toute l'élite, a dit non. A dit oui à ce projet, cette constitution européenne qui a été soi-disant remodifiée, mais en fait ils ont enlevé une virgule et c'était bon. Et donc ils ont finalement validé un texte que le peuple de France avait refusé. Donc tout est cohérent, c'est une élite. Et cette élite, elle veut préserver ses privilèges. Tous les avantages qu'ils peuvent avoir, aussi bien financiers. Ils ont les meilleures tables de France, ils ont ils ont des émoluments qui sont très conséquents, ils ont des enveloppes pour leurs frais tous les mois à 4 ou 5 000 euros. Enfin, ils ont largement de quoi faire. Ils se sont même augmentés avec l'inflation et malgré le fait qu'eux-mêmes mettent en coupe réglée la population, malgré qu'il y ait de l'inflation pour eux. Pour eux, oui, mais pour les autres, non. C'est pas cohérent. Mais c'est cohérent si c'est juste une élite qui est convaincue de sa force et de sa toute-puissance et qui met en coupe réglée toute la population. Et donc aujourd'hui, avec finalement cette trahison de ce référendum, eh bien, c'est l'Union européenne qui décide du destin de la France. Et donc, c'est à ce niveau que les décisions se prennent. Et donc nous avons absolument rien de possible en fait. Nous sommes juste des pions et cette élite finalement triche. C'est un mensonge. Nous sommes face à un mensonge, à une tricherie, une trahison. Et comme cette élite, elle voit bien, parce qu'avec le temps,
Il manque toujours une pelletée de terre pour enterrer la vérité. J'adore cette citation. Et donc, comme avec le temps, la vérité apparaît, petit à petit, pas à pas, les gens prennent conscience qu'il y a un loup, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sans forcément mettre des mots sur le truc. Mais donc du coup, l'élite, elle comprend petit à petit que l'étau se resserre, que la vérité apparaît de plus en plus. Et si ça apparaît de trop, eh bien ils vont être contraints, ça va être compliqué pour eux. Donc du coup, ils font tout pour contrôler, cadenasser, pour empêcher la liberté d'expression. Enfin, ils font tout pour conserver leur contrôle, leur pouvoir sur la population. Pour maintenir tout le monde en coupe réglée. Et donc l'Union européenne met en place un tout numérique. Et dans ce tout numérique, et pardonnez-moi, les complotistes l'ont dit depuis très longtemps, ces gens libres et indépendants qui juste cherchent, en fait, regardent les incohérences et vont chercher de la cohérence en expliquant les choses. Et donc, le tout numérique, c'est la mise en place d'outils numériques qui vont permettre à cette élite de contrôler la population. Quand je vois que maintenant, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, qu'en fait, bientôt, au mois d'avril, on n'aura plus la petite vignette verte d'assurance sur notre voiture. Les gendarmes, quand ils vont faire un contrôle, vont directement voir le fichier, qui existe déjà depuis longtemps. Et voilà, maintenant ils vont voir le fichier. Mais ça veut dire que le fichier va être opérationnel. Ça veut dire qu'on va avoir des radars, puisqu'il est question de radars extrêmement intelligents. Et donc on va avoir des radars qui vont flasher toutes les plaques d'immatriculation et qui vont donc vérifier si ces plaques d'immatriculation vont être dans la liste ou pas. Et donc toutes les voitures où effectivement il n'y aura pas d'assurance, tout de suite, ils vont être sanctionnés. Donc ça automatise, ça met vraiment tout le monde en coupe réglée. Et donc maintenant, on va peut-être faire 50 km et avoir 5 contraventions pour 3 ou 4 ou 5 problèmes qu'on a pu faire. Des choses qui sont anodines. On a mordu un peu sur une ligne blanche, il n'y a pas un pécos sur la route, on a mordu un peu une ligne blanche, on va être sanctionné, durement. Et je trouve que c'est pas juste. Donc pour dire que la répression, elle est de plus en plus féroce. Le ministre de l'Intérieur, ils ont commandé des millions, des milliers de grenades lacrymogènes, ils ont commandé des chars, enfin des blindés, ils ont préparé, finalement, ils préparent, avec notre argent, ils préparent notre mise en coupe réglée, finalement. Ça illustre, en fait, ce qui se passe dans notre vie. Et cette histoire de tout numérique, eh bien, ça nous ramène à 1984, finalement, au livre, hein, où effectivement, nous aurons tous sur une puce ou sur un fichier. Et que donc, on arrivera dans notre magasin préféré, et puis on voudra payer avec une carte, ou parce que l'argent liquide n'existera plus, peut-être. Si on n'y prend pas garde, l'argent liquide va être remplacé par de l'argent numérique. Et donc, ou alors une puce RFID dans le gras du poignet. Et du coup, quand on voudra payer, on dira, ben non, madame, monsieur, non, non, votre compte est bloqué, faites voir, je vais aller voir sur mon serveur, je vais regarder. Et puis, ben oui, vous êtes vous êtes en retard avec votre déclaration d'impôt. Vous n'avez pas fait votre déclaration, donc vous pouvez pas payer. Puis là, je vois que vous avez aussi un truc avec votre enfant au niveau de la cantine. Et puis, puis vous n'avez pas fait votre 4e dose Covid. Et du coup, nous devons prendre conscience que nous sommes face à cette élite et que cette élite va être féroce et de plus en plus féroce. Et le fait de le dire, regardons un peu regardons quand on met les mots sur les faits, ça s'éclaire finalement. Et donc c'est l'importance de la cohérence. C'est ce que je veux manifester ici avec cet exemple. Nous devons vraiment aller chercher la vérité dans ce qui se passe, dans des choses qui ne sont pas cohérentes, et donc de redonner
de la lumière à ce qui se passe. J'aimerais, pour finir, j'aimerais honorer donc deux personnes, vraiment, puisque nous sommes dans une période qui réclame de la lumière, qui réclame de poser les choses autrement. Et donc, au lieu de lutter contre, il est bien plus, à mon avis, ça fait plus de sens de mettre de la lumière sur des gens qui vont dans une belle direction, je crois. Et ce n'est que mon point de vue. Et bien évidemment, vous êtes souverain. Remettons les choses en ordre. Moi, je suis là, je suis avec ma réalité, je l'énonce parce que je parle de cet espace relationnel qui me préoccupe et qui m'occupe dans ma vie. Et donc j'énonce tout un tas de choses qui sont mes vérités, ma réalité, et que donc vous êtes souverain, je vous laisse bien évidemment souverain de vos choix, de vos décisions, vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans votre vie, et c'est à vous d'aller voir ou pas. Donc moi je vous invite après, vous êtes bien évidemment libre, et je vais arriver à la valeur de liberté à un moment donné. Donc j'aimerais juste honorer donc deux personnages, c'est Étienne Chouard, qui est un monsieur que j'aime beaucoup, que je trouve extrêmement beaucoup de finesse et beaucoup de délicatesse aussi dans ses propos, beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, et qui est érudit dans tout ce qui touche la Constitution et la démocratie. Et donc j'ai beaucoup appris avec lui en l'écoutant et en participant à quelques ateliers constituants. Même si j'en ai pas fait assez, même si ça n'a pas forcément été d'un grand aboutissement pour moi, en tout cas c'était une richesse, vraiment une grande richesse. Donc je vous invite à découvrir ce monsieur et puis à découvrir aussi François Asselineau, qui est le président fondateur de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, qui est donc un parti politique, pardonnez-moi, hein, c'est effectivement un parti politique, donc je me positionne comme étant en faveur de ce monsieur, mais c'est un parti politique particulier dans le sens où c'est un parti de libération nationale. Et si je parle de ces deux personnages, c'est qu'ils sont totalement invisibilisés par cette élite dont je vous parle. Et que quand l'élite ne veut pas nous faire écouter des gens, je crois que c'est justement ces gens-là que nous devrions écouter, que nous devrions nous intéresser à eux et que nous devrions aller voir. Parce que c'est, pour moi en tout cas, ce sont deux beaux personnages qui sont vraiment des phares pour nous tous dans notre culture, dans la culture de notre rôle de citoyen. Et donc je vous invite à aller les découvrir si vous ne les connaissez pas et à les suivre si ça vous anime ou pas. Enfin, si ça vous anime. Et puis sinon, surtout, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous-même et de ce qui se passe en vous pour être cohérent avec vous-même. Je vous remercie de votre écoute encore une fois et je vous dis à très vite, à très bientôt. Au revoir.